Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est minuit et demi à Paris, 22h30, temps universel. Guillaume Courdeau. À la une de l'actualité africaine, la Tunisie qui se dote d'un nouveau gouvernement dit d'union nationale. L'équipe a été présentée il y a quelques heures. Elle devra obtenir le vote de confiance du Parlement. Parmi les nouveaux arrivants, Razi Jribi à la justice et Lamia Zribi aux finances. Le Premier ministre promet une équipe efficace. Pas de changement dans les déclarations du ministre de la Justice en République démocratique du Congo. Il maintient son annonce de 24 personnes libérées suite à une liste transmise par l'opposition. Le facilitateur de l'Union africaine saisit l'occasion au vol et convoque la réunion préparatoire au dialogue national. L'opposition rejette la proposition. Une finale à suivre aux Jeux Olympiques de Rio cette nuit. Le lancer de javelot, un Kényan risque de faire sensation. Julius Yego, déjà champion du monde en titre, un autodidacte de la discipline. Une étape importante a été franchie en Tunisie dans la composition d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre désigné, Youssef Chaïd, a présenté en début de soirée ce samedi son équipe qui doit être maintenant validée par le Parlement. Son cabinet est élargi et d'union nationale. Il comprend plus de personnes qu'attendu. C'est dire, Jihan Bergaoui, comme le chef du gouvernement a dû se plier en quatre pour faire plaisir à tout le monde. Youssef Chaïd a dû jongler entre les ambitions des différents partis politiques et sa volonté d'ouvrir son gouvernement à des compétences nationales et indépendantes. Depuis sa nomination, il avait promis un cabinet resserré, mais à vouloir contenter tout le monde, ce nouveau gouvernement est bien plus conséquent que prévu, avec une dizaine de portefeuilles supplémentaires. Au total, 40 membres, 26 ministres et 14 secrétaires d'État. Un nouveau cabinet élargi donc qui voit l'entrée de nouvelles formations politiques, notamment à gauche. Au moins 7 partis sont représentés dans ce gouvernement dit d'union nationale contre 4 dans le précédent. Pas de changements importants à la tête des ministères régaliens. L'intérieur, la défense et les affaires étrangères sont maintenus. Les ministres de l'éducation et du tourisme sont également reconduits. 2 entrées remarquées, celle de Razi Jribi, un indépendant à la justice, et celle de Lamia Zribi, une femme issue du secteur bancaire, propulsée à la tête du stratégique ministère des Finances. Comme prévu, le parti à référentiel islamiste Ennahda prend plus de poids dans ce gouvernement, en récupérant notamment plusieurs portefeuilles économiques comme l'industrie, le commerce et l'emploi. Pour l'instant, il ne s'agit que de propositions. Youssef Chaïd et ses 40 ministres et secrétaires d'État doivent désormais obtenir un vote de confiance à l'Assemblée. Jihan Bergaoui, Tunis, RFI. Et dans un discours de présentation, le Premier ministre tunisien a promis un gouvernement efficace pour redresser notamment l'économie. La visite éclair de la représentante climat des Nations Unies au Mali, Christiana Figueres, en a profité pour faire le point sur la situation dans le pays. Le désert avance et les terres arables reculent. Christiana Figueres se saisit du dossier. Elle postule pour succéder à l'actuel secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Anthony Fouchard. Le changement climatique n'épargne pas le Mali. Le désert grignote chaque année du terrain sur les zones agricoles, une des conséquences du réchauffement. Et cela va augmenter dans les années à venir, selon Christina Figueres, surnommée la Madame Climat des Nations Unies. Il va y avoir moins d'eau, moins de rendement agricole et donc plus d'insécurité alimentaire. Cela signifie que toute la population du Sahel, qui subit déjà une pression liée au conflit et une pression politique, va devoir subir en plus la pression liée au changement climatique. Au Mali, le changement climatique a déjà déréglé les saisons qui sont plus longues, les pluies sont également plus brutales et le sol ne peut pas tout absorber. Christina Figueres. L'impact que cela va avoir dans le nord du Mali et globalement dans le Sahel, c'est l'augmentation de la demande en eau. Dans le nord du Mali, où il y a déjà des conflits récurrents, il va y avoir en plus de tout ça une vraie crise liée à l'eau. Pas de solution miracle, l'accord sur le climat signé à Paris lors de la COP21 est un bon point de départ pour Christina Figueres, qui affirme également que l'État malien doit renforcer sa présence dans le nord du pays pour pouvoir apporter des réponses au niveau local. Anthony Fouchard, Bamako, RFI. 23h34 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice campe sur ses positions. Il y a bien 24 personnes libérées suite à son annonce. Le reste, ce ne sont que des détails techniques. Un avocat proche de plusieurs personnalités arrêtées, Maître Georges Kapiamba, dénonce une manœuvre de la part du gouvernement
Pour lui, seules 4 personnes sont concernées par les mesures. Les 20 autres sont déjà sortis de prison en liberté provisoire. Écoutez le ministre de la Justice, Alexis Thambwe-Mwamba, répondre à ces accusations. Les 24 personnes qui sont reprises sur la liste que j'ai donnée hier vont sortir. Pour celles qui sont encore en prison, elles vont sortir. Maintenant, le parquet, pour chaque cas, doit pouvoir émettre un document permettant au directeur de prison de les faire sortir effectivement. Ça, c'est une question technique qui va se régler en fait dans les 2, 3, 4 jours qui viennent. Bien sûr, j'entends en disant oui, il n'y a que 4 noms. Oui, peut-être qu'il n'y a que 4 noms emblématiques, mais tous les autres figurent bel et bien sur leur liste. Je n'ai pas inventé cette liste-là. La liste telle qu'elle m'a été déposée, vérifier le document que j'ai reçu et qui date du mois d'août. Alexis Thambwe-Mwamba, joint par Coralie Pierret. Et de ce fait, la réunion préparatoire au dialogue national en vue de l'établissement d'un calendrier électoral en République démocratique du Congo a été convoquée par le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo. Il a envoyé une invitation à tous les représentants des organisations politiques et de la société civile pour mardi prochain, à 10h, à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Invitation rejetée par le rassemblement de l'opposition qui appelle plutôt à une journée ville morte pour réclamer de vraies libérations. Et toujours en République démocratique du Congo, début ce samedi du procès d'auteurs présumés de massacres dans la région de Béni. Les suspects étaient 6 tout à l'heure sur le banc des accusés. Selon un bilan revu, 4 de nationalité congolaise, un Ougandais et un Tanzanien. Ils reconnaissent tous avoir fait partie du mouvement rebelle des ADF. Les 6 hommes sont jugés devant un tribunal spécial militaire dont le jugement ne peut être contesté. Ils sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel et crimes contre l'humanité. Tandis qu'à Bukavu, dans le sud Kivu, un militaire, le colonel Elias Biyinchi, a été assassiné la nuit dernière. Le gradé était en poste dans la plaine de la Ruzizi en 2014, où il est accusé d'avoir laissé faire le massacre de Moutaroulé, sans affectation depuis 2 ans, et en conflit avec sa hiérarchie. C'est en représailles qu'il aurait été tué, selon un responsable de la société civile. C'est une première au sein du CNDD-FDD au Burundi. Un militaire encore en activité prend la tête du parti au pouvoir. Cet homme, c'est le général Évariste Ndayishimiye, proche du président. Il était jusque-là chef de son cabinet militaire, poste qu'il occupait de façon plutôt discrète. Il prend la lumière avec ce poste de secrétaire général, même si le vrai patron du parti reste le chef de l'État. Un mot sur 2 nouveaux oléoducs attaqués ce vendredi dans le sud du Nigeria. Ils appartiennent à la compagnie nationale NPDC. Ce serait l'œuvre de rebelles, un groupe qui vient de se faire connaître en début de mois. Les épreuves des Jeux Olympiques de Rio ce soir à 23h55, temps universel, c'est le lancer de javelot final et un Kényan est à suivre très attentivement dans cette épreuve. Julius Yego, 27 ans, champion du monde en titre de la discipline, il peut remporter l'or. C'est un athlète atypique qui a pris son sport en regardant des vidéos sur Internet. Aujourd'hui, il est la coqueluche des médias kényans. Son portrait est signé Laure Broulard. Julius Yego fait figure d'exception dans l'athlétisme kényan. Avec un lancer de 92 mètres l'année dernière au championnat du monde de Pékin, il a décroché la première médaille d'or de l'histoire d'Afrique noire en lancer de javelot. Ce fils de fermier, né dans un petit village de la vallée du Rift à l'est du Kenya, se passionne dès l'âge de 14 ans pour cette discipline, pourtant peu développée dans son pays connu pour ses coureurs de fond. Très vite, il bat les records régionaux puis nationaux. Quand son lancer atteint les 72 mètres, il a 18 ans et pratique son sport en parallèle de son travail dans la police nationale. Un métier qui ne lui rapporte pas assez d'argent pour se payer un coach. C'est donc dans les cybercafés, en regardant des vidéos de ses idoles sur YouTube, que Julius Yego se perfectionne. Cela lui vaudra le surnom de YouTube Man et lancera sa carrière. Médaille d'or aux Jeux africains de 2011 avec 78 mètres, 4e au championnat du monde de Moscou en 2013 avec
kayak 85 mètres. Aujourd'hui champion du monde, l'athlète de 27 ans est favori pour l'or à Rio. Cette fois, il est venu accompagné de son coach finlandais Joseph Mossonic, qui l'entraîne depuis 5 ans. Laure Broulard sur Radio France Internationale. Et autres résultats des Jeux Olympiques de Rio. Le Nigeria s'est distingué il y a quelques heures. L'équipe de foot masculine a remporté la médaille de bronze contre le Honduras 3-2 en foot. Donc, merci d'écouter Radio France Internationale.